Gina Lollobrigida n'était pas simplement une actrice italienne de renom. Elle était un phénomène culturel européen. Si son nom évoque immédiatement l'âge d'or du cinéma italien, la France a toujours occupé une place de choix dans sa trajectoire. Dès ses premiers pas dans le 7e art, la relation entre Gina et la France s'est construite dans une sorte d'évidence lumineuse. Et ce lien singulier, loin de se limiter aux projecteurs et au tapis rouge, s'est enraciné dans l'admiration mutuelle, l'art partagé et l'élégance des affinités profondes. La France a vu en elle plus qu'une actrice, une muse, une femme libre, un symbole d'émancipation artistique à la méditerranéenne. Tout commence dans les années 1950, alors que l'Italie sort doucement des affres de la guerre et que la France, encore marquée par l'occupation, cherche dans le cinéma des images de beauté, d'espoir et de modernité. C'est à cette époque que le public hexagonal découvre Gina Lollobrigida à travers des affiches éclatantes, des films en noir et blanc déjà mythiques et une silhouette que l'on n'oublie pas. Mais le vrai coup de foudre a lieu en 1952 avec Fanfan la Tulipe, film d'aventure franco-italien dans lequel elle partage l'affiche avec Gérard Philippe. Réalisé par Christian Jacques, le long métrage connaît un immense succès populaire et remporte le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Ce succès n'est pas anodin, c'est le premier grand rôle francophone de Gina, et il l'inscrit immédiatement dans le cœur des spectateurs français. Dans le rôle d'Adeline, la belle-fille du sergent recruteur, elle incarne un personnage féminin fort, piquant, rusé. Loin des clichés de la femme soumise ou naïve. Elle y déploie un charme à la fois espiègle et souverain qui contraste avec la virilité romantique du fan de Gérard Philippe. Le duo devient mythique et Gina conquiert non seulement les écrans, mais aussi les critiques. Sa maîtrise du français, certes imparfaite, ajoute à son charme. Les spectateurs perçoivent son accent chantant comme une invitation au voyage, une note d'exotisme empreinte de sincérité. Dès lors, Gina devient une figure récurrente du paysage culturel français. La presse s'empare du phénomène, Cinémonde, Paris Match, France Soir multiplient les couvertures. Elle fascine par sa beauté classique, quasi statuaire, mais aussi par son intelligence et sa personnalité affirmée. Les journalistes la décrivent comme une Italienne pas comme les autres, à la fois muse, battante et énigmatique. Elle ne répond pas aux interviews comme une star hollywoodienne, mais comme une femme cultivée, engagée, curieuse du monde. L'amour de la France pour Gina dépasse rapidement le simple enthousiasme pour une actrice étrangère. La France lui offre des rôles, certes, mais surtout un cadre culturel dans lequel elle se sent comprise, valorisée. Elle participe à des productions mixtes, tourne avec des réalisateurs français, fréquente les plateaux de la télévision publique, assiste à des soirées mondaines à Paris et dans le Sud. Partout, elle est accueillie avec chaleur et admiration. Dans une époque où la France s'ouvre aux talents venus d'ailleurs, Gina devient un pont naturel entre deux cultures sœurs, entre deux conceptions de l'art et de la féminité. Il faut dire que la société française d'après-guerre est en pleine mutation. Les années 50 voient l'émergence de nouvelles figures de femmes fortes dans la culture. Simone Signoret, Juliette Gréco, puis plus tard, Jeanne Moreau. Dans ce contexte, Gina Lollobrigida incarne à merveille la sensualité assumée, l'indépendance et la volonté de tracer son propre chemin. Elle ne se contente pas d'être une actrice adulée. Elle devient un modèle pour celles qui rêvent de liberté. En cela, la France la reconnaît comme l'une des siennes. Son apparition régulière au Festival de Cannes consolide son image. Sur les marches, elle n'est jamais seulement une star, elle est une présence. Drapée dans des robes somptueuses, souvent signées de grands couturiers français, elle offre au public un mélange rare de majesté et de chaleur humaine. Elle salue la foule, prend le temps de parler aux journalistes, accepte les selfies avant l'heure avec un sourire authentique. Pour le public français, elle n'est pas seulement une diva, elle est Gina. En parallèle, les relations qu'elle tisse avec les artistes et intellectuels français renforcent son intégration culturelle. Elle fréquente Jean Cocteau, s'entretient avec Jean Renoir, échange des lettres avec Arletty. Elle aime la culture française, s'en inspire et la célèbre dans ses discours. Elle cite volontiers Baudelaire, exprime son admiration pour Rodin, se passionne pour la peinture impressionniste. Dans une interview sur Radio France en 1968, elle confie « En France, je respire mieux. L'art ici n'est pas un luxe, mais une manière d'exister. » Cette francophilie sincère est ressentie par le public, qui la voit comme une artiste complète, et non une simple icône glamour. Même les cercles plus élitistes du monde culturel lui ouvrent leurs portes. Elle expose ses premières photographies dans de petites galeries parisiennes dès les années 70, longtemps avant que sa reconversion artistique ne soit prise au sérieux ailleurs. Dès la première décennie de sa carrière, Gina Lollobrigida s'est imposée comme une figure centrale dans l'imaginaire français. Une étoile née sous le soleil italien, mais qui a brillé d'un éclat particulier sous le ciel français. À une époque où les identités artistiques se forgeaient encore au gré des frontières, elle a démontré qu'on pouvait incarner plusieurs cultures à la fois et que l'art, lorsqu'il est sincère, n'a pas de passeport.
Si la France est tombée sous le charme de Gina Lollobrigida dès les années 1950, c'est aussi parce qu'elle a su faire bien plus que séduire. Elle a participé à l'évolution du cinéma français en s'y inscrivant activement, par des collaborations marquantes, des rôles audacieux et une proximité rare avec les grands noms du 7e art. Loin de se contenter d'un statut d'icône internationale invitée sur quelques tournages, elle est devenue une artiste impliquée, complice, et parfois même inspiratrice pour le cinéma français. Tout commence avec Fanfan la Tulipe, 1952, film d'aventure emblématique réalisé par Christian Jacques. Ce long métrage n'est pas seulement une vitrine pour le talent comique et romantique de Gérard Philippe, il est aussi la rampe de lancement francophone de Gina Lollobrigida. Le film, salué à Cannes, marque une inflexion dans la carrière de l'actrice, qui s'impose d'emblée comme une présence magnétique entre énergie populaire et grâce aristocratique. La critique française salue sa performance. Elle ne se contente pas d'être belle, elle joue, elle incarne, elle dialogue. Dans un cinéma encore dominé par des figures masculines héroïques, Gina y impose un personnage féminin complexe, amusé, rusé, capable de tenir tête à son partenaire masculin. Ce rôle ouvre la voie à une série de collaborations franco-italiennes qui vont faire date. En 1956, elle incarne Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, adaptation monumentale du roman de Victor Hugo. Bien que la production soit partagée entre Hollywood et Cinecittà, c'est en France que le film provoque le plus de débats et d'émotions. Les puristes s'offusquent de quelques libertés prises avec l'œuvre originale, mais tous s'accordent à reconnaître l'intensité et la profondeur de l'interprétation de Gina. Son Esmeralda est d'une sensualité tragique, une femme à la fois fatale et victime, rebelle et bouleversante. Elle n'a pas simplement joué une héroïne française, elle l'a transcendée, faisant d'elle un symbole méditerranéen de liberté. Dans les années suivantes, Gina multiplie les rôles dans des productions françaises ou coproductions européennes. Elle tourne avec Jean Delannoy, Robert Déry et même Louis Malle qui, bien qu'ayant refusé un projet avec elle dans les années 60, la cite comme une actrice capable de renverser une scène d'un simple regard. Ce respect professionnel s'accompagne d'une admiration partagée entre collègues. Jean-Paul Belmondo évoquera dans ses mémoires leur rencontre sur un tournage comme une leçon d'élégance et d'humilité. Sa collaboration avec Louis de Funès dans La vie à l'envers, titre alternatif au projet inabouti des années 60, témoigne de sa capacité à naviguer entre les genres. Si ce film est resté à l'état d'ébauche, les essais de Gina face à de Funès ont marqué les techniciens du plateau par sa capacité à se fondre dans l'humour absurde tout en gardant sa dignité d'actrice dramatique. Elle refusait la caricature, même dans la comédie, et exigeait toujours que ses rôles aient un fond, une histoire, une cohérence. L'actrice aimait également prendre part au choix artistique des films. Elle participait parfois à la relecture des dialogues, proposait des ajustements de mise en scène et n'hésitait pas à défendre ses choix face au réalisateur. Cette implication, loin d'être mal perçue, lui a valu l'estime de nombreux cinéastes français qui voyaient en elle une artiste totale concernée par la construction du film dans son ensemble. Lors du tournage de La Loi, film franco-italien de 1959 réalisé par Jules Dassin, elle impose un changement de costume et de décor pour renforcer l'intensité dramatique d'une scène. Dassin, dans ses carnets, note « Gina avait le sens du détail qui fait la vérité d'un personnage ». En parallèle de son travail devant la caméra, Lollobrigida devient une figure de la vie culturelle parisienne. Elle fréquente les studios de Boulogne-Billancourt, les soirées du Tout Paris cinéphile, mais aussi les dîners plus intellectuels du quartier latin. On la voit aux avant-premières, mais aussi dans les galeries, les librairies, les théâtres. Elle parle couramment italien, comprend bien le français, s'exprime souvent en anglais, mais toujours avec une aisance qui lui permet de naviguer dans les cercles les plus divers. Cet cosmopolitisme artistique séduit la France, qui voit en elle une sorte de passerelle vivante entre Rome, Paris et Hollywood. Elle participe aussi activement à la promotion du cinéma européen. Lors du Festival de Cannes de 1962, elle milite publiquement pour la création d'un prix spécifiquement dédié aux coproductions transfrontalières. Elle déclare alors « L'Europe du cinéma existe déjà, il ne manque que le courage de la nommer ». Cette déclaration, reprise dans Le Monde, attire l'attention du Centre national du cinéma. Elle sera ensuite invitée à plusieurs reprises à des commissions de réflexion sur le rayonnement du cinéma européen, prouvant que sa voix était écoutée bien au-delà des studios. Enfin, son influence dépasse le cinéma. À la télévision française, elle devient une invitée prisée, aussi bien pour ses anecdotes que pour son regard sur l'industrie. Sur les plateaux d'émissions comme Discorama, Le Grand Échiquier ou Apostrophe, elle impressionne par son sérieux, sa modestie et sa franchise. Les journalistes la décrivent comme une actrice qui pense, une femme qui doute, une célébrité qui résiste. La relation de Gina Lollobrigida avec le cinéma français fut celle d'une alliance de passion, de respect et d'intelligence. Elle n'était pas qu'une étoile étrangère de passage.
Elle a contribué à bâtir une page du cinéma européen avec exigence et loyauté. Une artiste certes, mais aussi une femme d'engagement et de dialogue qui aura enrichi durablement la mémoire du cinéma français. Si Gina Lollobrigida fut l'une des actrices les plus admirées de son temps, elle fut aussi l'une des premières à incarner, bien au-delà de l'écran, une véritable vision de la femme artiste, libre et multiple. Et c'est sans doute en France que cette vision s'est déployée le plus harmonieusement. Car la France ne s'est pas contentée d'aimer Lollobrigida en tant qu'actrice. Elle l'a embrassée comme icône de style, muse de créateur, photographe de talent et sculptrice inspirée. Dans ce pays, où l'élégance est presque une langue maternelle, Gina a parlé un dialecte unique, celui d'une beauté méditerranéenne mise au service de l'art. Dès les années 1950, les maisons de haute couture françaises comprennent son potentiel esthétique hors norme. Dior, Givenchy, Balmain, Jacques Fath, tous souhaitent habiller la diva de Rome pour ses apparitions publiques. Et Gina, loin d'être une simple porte-manteau de luxe, choisit ses tenues avec précision. Elle considère le vêtement comme un prolongement de sa personnalité, une manière de transmettre des émotions, une posture. À Cannes, à Venise, à Paris, elle s'impose comme une icône glamour, mais toujours élégante, jamais vulgaire. Son style mêle robes ajustées, étoffes précieuses, jeux de transparence et lignes pures. Autant de choix qui inspireront des générations de femmes et de stylistes. Dans les colonnes de Elle, Marie-Claire ou encore L'Officiel, elle est régulièrement célébrée pour son sens inné de la mode. Des photographes de renom tels que Richard Avedon, Douglas Kirkland ou Jean-Marie Perrier la capturent dans des clichés devenus cultes. Son visage, à la fois fort et doux, incarne une beauté hors du temps, une sorte de fusion entre la déesse antique et la femme moderne. On la compare souvent à Sofia Loren, sa rivale italienne, mais Gina se distingue par une grâce plus sculpturale, plus mystérieuse, presque silencieuse. Mais l'image n'est rien sans le regard et Gina Lollobrigida va prouver que son regard ne se limite pas à séduire la caméra. Il peut aussi la guider. À partir des années 1970, elle se passionne pour la photographie. Elle voyage beaucoup, réalise des portraits, des reportages, des séries thématiques. En France, son travail est accueilli avec une curiosité bienveillante. Les premières expositions ont lieu dans des galeries parisiennes confidentielles, puis à la Maison européenne de la photographie. Elle y dévoile des clichés en noir et blanc, pleins de sensibilité, où l'on retrouve des figures politiques, des enfants, des artistes, captés dans leur vérité nue. Sa série de portraits de Salvador Dali, exposée à Paris en 1982, fait sensation. On y découvre un regard de photographe audacieux, patient, toujours à l'écoute de l'instant. Gina ne cherche pas les faits, elle veut la vérité du sujet. Elle photographie aussi Audrey Hepburn, Paul Newman, Henry Kissinger ou encore Fidel Castro, avec qui elle réalise une interview célèbre dans les années 90. En France, les critiques saluent cette reconversion sincère et maîtrisée. Elle n'est pas une star qui s'ennuie. Elle est une artiste en quête de nouvelles formes d'expression. Parallèlement, Gina s'initie à la sculpture. Là encore, elle surprend. Ses œuvres, bustes, silhouettes féminines, compositions abstraites, sont exposées dans des galeries à Saint-Paul-de-Vence, à Lyon, à Paris. Le musée Rodin lui rend un hommage symbolique en 1991 en accueillant certaines de ses pièces dans le cadre d'un dialogue entre artistes contemporains et héritiers du maître. Gina ne copie pas, elle crée. Elle travaille la pierre, le bronze, parfois le verre, avec une approche physique presque organique. Elle dit souvent « La sculpture, c'est mon silence ». Là où les mots ne suffisent pas, mes mains parlent. Le public français, habitué aux figures totales comme Jean Cocteau ou Serge Gainsbourg, voit en Gina une artiste à part entière. Une femme de l'art, affranchie du regard des autres, capable de transcender son image publique pour explorer des territoires plus intimes. En 1993, elle expose à l'espace Pierre Cardin à Paris une série de sculptures monumentales accompagnées de photographies en grand format. Le vernissage attire tout le gratin artistique parisien. Catherine Deneuve, Yves Saint-Laurent, Jean-Luc Godard. Tous saluent l'audace et l'authenticité de sa démarche. Gina Lollobrigida devient ainsi, aux yeux des Français, bien plus qu'une actrice ou une ancienne star. Elle est cette femme rare qui, au lieu de figer sa gloire dans le marbre du souvenir, l'a transformée en matière vivante. Elle a fait de sa beauté un tremplin, de sa notoriété une liberté, de son art un témoignage. Elle incarne cette figure chère à la culture française, celle de l'artiste qui refuse la facilité, qui avance malgré le risque, qui choisit la sincérité à la place du succès automatique. Gina fut aussi, en France, une inspiratrice pour d'autres femmes. Elle prouve qu'on peut se réinventer à tout âge, qu'on peut refuser les cases, les rôles imposés, les frontières. À une époque où l'on commençait à parler d'interdisciplinarité artistique, elle en était déjà l'incarnation vivante. Elle avait compris que le regard féminin dans un monde d'hommes devait se multiplier, s'étendre, se libérer. Et la France,
avec sa tradition d'art et de liberté, lui a offert l'espace pour cette métamorphose. Si Gina Lollobrigida a d'abord captivé la France par son charme, son talent et son élégance, elle y a aussi conquis les esprits par son engagement. Derrière la légende cinématographique se cachait une femme profondément concernée par les injustices du monde. Et dans un pays comme la France, où la culture du débat, de la critique et de l'engagement social est une tradition, Gina a trouvé un terrain d'expression à la mesure de ses idéaux. Elle a su y faire entendre sa voix, non pas en star revendicative, mais en femme lucide, sensible, profondément humaine. Dès les années 1970, alors qu'elle s'éloigne progressivement des plateaux de cinéma, Lollobrigida entame une reconversion artistique mais aussi militante. Loin des tapis rouges, elle se consacre à des causes qui lui tiennent à cœur. Les droits des enfants, l'éducation artistique, la condition féminine, la protection du patrimoine, la liberté d'expression. En France, ces engagements ne passent de pas inaperçus. La presse commence à relayer ses prises de position, ses interventions dans les forums internationaux, ses dons à des œuvres caritatives. On découvre une Gina plus grave, plus déterminée, mais toujours fidèle à sa sensibilité. En 1979, elle est nommée ambassadrice itinérante de l'UNICEF. Cette distinction, qu'elle accueille avec fierté, va renforcer ses liens avec la France, pays où l'UNICEF dispose d'un réseau très actif. Gina participe à plusieurs campagnes de sensibilisation diffusées sur les chaînes françaises, notamment à destination des enfants défavorisés. Son visage, connu de tous, devient le vecteur d'un message universel. L'art peut servir à éveiller les consciences. Lors d'un gala à l'Opéra de Paris en 1980, elle déclare « Être célèbre n'a de sens que si l'on peut utiliser cette notoriété pour aider ceux qui ne le sont pas ». Ses engagements s'étendent aussi au domaine de la santé et de l'éducation. Elle soutient des associations françaises telles que Médecins du Monde et La Voix de l'Enfant et se déplace dans plusieurs hôpitaux de l'Hexagone pour rencontrer des enfants malades. Toujours sans caméra, sans projecteur, elle refuse la mise en scène de la charité et préfère les actes concrets, discrets. Les bénévoles français louent de son écoute, sa disponibilité, son absence de prétention. Pour eux, Gina est une grande dame, non pas à cause de sa célébrité, mais de son engagement sincère. Mais c'est sur le terrain de la cause des femmes que son engagement va particulièrement résonner en France. Dans un pays en pleine mutation féministe, mai 68, Simone de Beauvoir, la loi, veille, la parole de Lollobrigida porte. Elle parle sans détour des discriminations subies dans le monde du cinéma, de l'agisme, des pressions sur le corps féminin. Dans une interview accordée à Marie-Claire en 1985, elle confie « On m'a toujours dit que ma beauté était mon principal atout. Je l'ai utilisé, oui, mais j'ai toujours voulu qu'on m'écoute aussi. Et ça, c'est plus difficile pour une femme. » Ces déclarations trouvent un écho particulier auprès des intellectuelles françaises. Des personnalités comme Françoise Giroud ou Benoît de Groulle voient en elle une féministe intuitive. Une femme qui, sans slogan, incarne la résistance à l'assignation, à la soumission. Dans une émission de France Culture, l'historienne Michèle Perrault dira d'elle « Gina Lollobrigida est de celles qui, sans le dire, ont fait avancer la cause des femmes. Dans les années 1990, alors que d'autres célébrités se replient sur leur image passée, Gina continue de se mobiliser. Elle s'exprime contre les guerres en ex-Yougoslavie, s'engage pour la paix au Moyen-Orient, participe à une campagne pour la mémoire des victimes de la Shoah. En 1993, elle est l'invitée d'honneur du mémorial de la Shoah à Paris pour une projection spéciale du documentaire Shoah de Claude Lanzmann. Là encore, son intervention est remarquée. Sobre, émue, elle rappelle que l'art a une responsabilité morale face à l'histoire. Lollobrigida utilise aussi la photographie comme outil militant. Elle expose, en 1996, une série de portraits d'enfants du monde entier, victimes de guerre ou de pauvreté. L'exposition, montée d'abord à Milan, voyage jusqu'à Paris, où elle est accueillie à la mairie du 4e arrondissement. La municipalité salue alors une artiste de paix, une messagère de beauté et de conscience. Des milliers de visiteurs viennent admirer les clichés et les bénéfices sont reversés à une fondation pour l'éducation en Afrique. La télévision française continue à lui offrir une tribune. En 1998, elle était l'invitée de l'émission Thé ou Café, animée par Catherine Sellac. L'entretien intime revient sur sa carrière, ses blessures, ses espoirs. Gina y parle de solitude, de vieillissement, de sa peur de voir l'humanité perdre le sens de l'art et du lien. Elle déclare « Si je suis encore là, c'est parce que j'ai toujours voulu faire plus que jouer. J'ai voulu donner. » En France, son engagement est de pris au sérieux. Elle ne fait pas l'unanimité, certains la trouvent trop moralisatrice, d'autres la jugent trop idéaliste, mais tous reconnaissent sa constance, son courage. Elle ne change pas de discours selon les époques. Elle reste fidèle à ses principes, justice, culture, solidarité. Pour de nombreux Français, elle devient une sorte de conscience douce,
Une étoile qui guide sans jamais éblouir, qui éclaire sans imposer. Ainsi, Gina Lollobrigida ne fut pas seulement une icône d'écran, mais aussi une voix, un regard, un cœur engagé. En France, son combat pour un monde plus humain s'est inscrit dans une tradition culturelle qui valorise la pensée, l'action et l'art engagé. Et c'est peut-être là, dans cette fidélité à ses valeurs, que réside l'un des secrets de l'amour indéfectible que lui ont porté les Français. Lorsque Gina Lollobrigida s'éteint le 16 janvier 2023 à l'âge de 95 ans, c'est une onde de choc qui traverse la France. Si l'Italie pleure l'une de ses plus grandes icônes nationales, la France, elle, rend hommage à une amie de longue date, une sœur méditerranéenne, une étoile qui n'a jamais cessé d'illuminer l'imaginaire collectif hexagonal. L'annonce de sa disparition n'a pas été vécue comme un simple fait divers people. Elle a réactivé des souvenirs, ravivé des films, des images, des combats. Gina ne fut jamais une star ordinaire en France. Elle en est devenue un mythe. Les médias français se mobilisent immédiatement. France 2 interrompt sa programmation pour diffuser un portrait rétrospectif dans le journal de 20h. Arte annonce une semaine spéciale, hommage à Gina Lollobrigida, avec la rediffusion de Fan la Tulipe, Notre-Dame de Paris, et d'un documentaire inédit retraçant sa vie, ses amours, ses engagements. Dans Le Monde, un éditorial sobrement intitulé « Gina, la Méditerranée incarnée » évoque une femme qui a traversé le XXe siècle avec une intensité, rare entre lumière et vérité. Le ton est donné, Gina est désormais dans la mémoire française. Les hommages se multiplient. À la Cinémathèque française, une grande soirée est organisée quelques semaines après sa mort. Familiers, intellectuels, artistes, cinéphiles de toute génération s'y rassemblent pour revoir des extraits, relire des lettres, écouter des témoignages. La directrice de l'institution, dans un discours poignant, rappelle, elle fut l'une des rares actrices étrangères à incarner si profondément une idée française du cinéma. Celle où la beauté n'est jamais déconnectée de l'intelligence. L'événement rencontre un franc succès. Les médias en parlent comme d'un adieu national. Mais ce n'est pas tout. Le ministère français de la Culture rend également hommage à l'artiste. Un communiqué officiel salue une femme libre, talentueuse, humaniste, qui a marqué l'histoire artistique de l'Europe et entretenu avec la France une relation exceptionnelle. Dans le sillage de cette déclaration, une proposition naît. Donner le nom de Gina Lollobrigida à une place, une rue ou un centre culturel à Paris. Plusieurs pétitions circulent en ligne, appuyées par des figures du monde artistique. Si la démarche est encore en discussion, elle prouve à quel point la présence de Gina dans la culture française est vive et sincère. Au-delà des institutions, c'est surtout dans le cœur du public que son empreinte demeure. Les générations plus âgées se souviennent de ses apparitions télévisées, de ses rôles inoubliables, de son accent italien attendrissant lorsqu'elle s'exprimait en français. Les plus jeunes, eux, la découvrent à travers les cycles de rediffusion, les articles partagés sur les réseaux sociaux, les expositions posthumes. Une nouvelle jeunesse de cinéphiles apprend à connaître cette actrice qui refusait de vieillir en silence et qui, jusqu'à la fin, refusait de renoncer à l'art. Les musées français, eux aussi, prolongent son héritage. En 2024, le musée du Quai Branly propose une exposition temporaire sur Femmes d'image consacrée aux actrices qui ont franchi le pas de la photographie et de la sculpture. Gina y figure en bonne place, aux côtés de figures comme Sarah Moon ou Agnès Varda. Ces clichés, subtils et engagés, sont salués pour leur sens du cadrage, leur sensibilité sociale. On y retrouve les portraits de Dali, de Fidel Castro, mais aussi des visages anonymes, des enfants, des femmes du monde captés avec tendresse et dignité. Le monde académique n'est pas en reste. Dans plusieurs universités françaises, Gina Lollobrigida devient un objet d'étude. À la Sorbonne, une thèse est consacrée à la figure de l'italienne libre dans le cinéma français des années 1950 à 1970, avec une large partie dédiée à son influence. À l'ENS, un séminaire sur les frontières entre star system et engagement artistique prend Gina comme cas d'école. Et dans les écoles de cinéma, on continue d'étudier ses performances, notamment sa manière de jouer avec la caméra, de subvertir les rôles attendus, de s'imposer sans violence. Plus symbolique encore, la manière dont Gina Lollobrigida est entrée dans la mémoire populaire française. Des expressions comme « avoir une allure de Lollobrigida », encore utilisées par les anciens, témoignent d'un ancrage profond dans la culture du quotidien. Elle est citée dans des chansons, dans des romans, dans des pièces de théâtre et dans les soirées nostalgiques du cinéma italien ou du Paris d'antan, son nom revient toujours comme une évidence. Elle n'était pas seulement connue, elle était aimée. Au fond, la relation entre Gina Lollobrigida et la France fut celle d'un amour fidèle et fécond. Un amour fait de cinéma, d'art, de beauté, mais aussi de combat, de silence partagé, de regards croisés, dans une époque où les idoles passent vite, où les figures publiques s'effacent tout souvent dans l'oubli, Gina reste.
Elle est là, dans la lumière d'un vieux film du dimanche soir, dans une photographie noir et blanc, exposée dans une galerie, dans une phrase, prononcée par une femme libre qui se souvient. Et tant que la France aimera l'art, elle aimera Gina. Merci d'avoir regardé cette vidéo dédiée à Gina Lollobrigida et à son lien unique avec la France. Si son parcours, entre cinéma, art et engagement, vous a touché, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vos avis, souvenirs et réactions sont précieux et nourrissent nos prochaines publications. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos consacrées aux grandes figures du cinéma, de la culture et de l'histoire, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche. Un simple clic et vous resterez connecté à l'univers passionnant des légendes qui ont marqué leur époque. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouveaux récits inspirants.